Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro. Cette balado-diffusion est une production de Québec Oiseaux. Je vous parle aujourd'hui au beau milieu d'une canicule qui touche l'ensemble du Québec, Abitibi, Côte-Nord, Gaspésie, Montréal. J'ai même vu une blague circuler sur Facebook qui disait que le homard cuisait dans la mer en ce moment en Gaspésie tellement il faisait chaud. Cela étant dit, on est au mois d'août et les oiseaux ont commencé à se déplacer. Moi, j'ai déjà vu un premier passage de paruline clairement automnal. Et j'ai vu passer sur les pages Facebook de certains de nos observatoires que les jeunes de l'année de certaines parulines boréales ont commencé à se diriger vers le sud. Donc, c'est le moment de sortir et de chercher ces oiseaux-là. Par ailleurs, l'observatoire en question mentionnait que ça risquait d'être une excellente année. En tout cas, on a les premiers signes d'une très bonne année. Donc, la forêt boréale a été très productive et on peut s'attendre donc peut-être à des mouvements importants comprenant beaucoup d'oiseaux. Ça donne l'eau à la bouche. Aujourd'hui, on va commencer par parler avec Philippe Rivard, qui est président de la SLOE, la S-L-O-E, la Société du loisir ornithologique de l'Estrie, qui célèbre cette année ses 40 ans. Et on va en profiter un peu pour qu'il nous dresse un portrait de cette région-là, de la valeur ornithologique de la région de Sherbrooke, des plus beaux sites qu'on peut aller y visiter, en nous mentionnant aussi évidemment quelles sont les activités régulières du club et les activités aussi organisées pour le 40e anniversaire. Ensuite, avant de conclure l'épisode, je vais vous parler peut-être de la nouvelle ornithologique de l'année. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui doivent me voir venir. C'est la première fois que j'essaie ça, de vous parler un petit peu plus longtemps d'un sujet, donc de faire une chronique en solo, mais j'ai fait pas mal de recherches sur la situation actuelle, puis sur l'oiseau qui nous intéresse aujourd'hui. Puis je pense que vous allez trouver qu'il y a des choses pas mal intéressantes à savoir sur cet oiseau-là, et évidemment, vous allez le savoir seulement après l'entrevue. Bon épisode! Alors, je rejoins au téléphone à Cook-Sheridan en Estrie, Philippe Rivard. Monsieur Rivard, vous êtes président de la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie qui célèbre en 2021 ses 40 ans. Monsieur Rivard, merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Bonsoir. Alors, vous célébrez cette année vos 40 ans. Peut-être nous parler un peu de qu'est-ce que c'est la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie. Peut-être glisser quelques mots aussi sur comment ça a été fondé, pourquoi, quelle est votre mission. Alors voilà, la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie fête aujourd'hui, cette année, ses 40 ans d'existence. Alors évidemment, pour vous faire un petit historique, la Société de loisirs ornithologiques de l'Estrie, elle a été fondée le 25 septembre 1981 par M. André Cyr. Alors il fonde la SLOE à ce moment-là et il œuvre à son conseil d'administration à titre de président et de vice-président jusqu'en 1990. Et devient le premier membre honoraire de la SLOE. C'est un communicateur et vulgarisateur chevronné. Alors, plus de 30 articles et magazines, plusieurs entrevues à la radio, plusieurs conférences. Donc, un ambassadeur formidable pour le loisir, pour l'ornithologie dans votre coin. Tout à fait. Il a été très important, je vous dis, depuis plusieurs années. Alors, il y a eu plusieurs, comme je vous disais, plusieurs entrevues, plusieurs conférences, non seulement à la radio et à la télévision. De 2001 à 2007 à Radio-Canada, des capsules ornithologiques. Bref, André était très présent depuis plusieurs années. Et donc, la SLOE, je ne savais pas que vous le disiez comme ça, donc j'en apprends moi aussi en même temps que je vous parle. Donc, la SLOE, maintenant, a comme repris le flambeau de cette mission-là de vulgarisation, si je comprends bien. Donc, qu'est-ce que vous faites comme activité? Il y a plusieurs activités cette année. Nous sommes rendus comme activité ornithologique, de loisirs ornithologiques, de 16 sorties. Oh. On a actuellement 16 sorties on a quand même très actifs. Calendrier, hein? Il y en a 4. Oui, il y en a 4 à venir aussi. On a fait des conférences Zoom. Alors, il y a aussi le recensement d'oiseaux de Noël. On est très, très, très actifs là, au niveau de l'ornithologie en Estrie. Là. Et puis, évidemment, l'Estrie, c'est
un territoire qui est quand même assez grand. Là. Donc, ça part de Granby, Cowansville. On va jusqu'à Mégantic, puis disons que c'est pas à porte là, d'un endroit à l'autre. Donc, vous êtes centré plus autour de Sherbrooke, si je comprends bien. Oui, tout à fait, Mac. Actuellement, au moment où je vous parle, on a en Estrie, c'est vraiment ciblé au niveau de Sherbrooke. Et actuellement, on a 279 membres là. OK, donc un club quand même très actif puis avec beaucoup de gens. Oui. Sinon, qu'est-ce que vous avez prévu comme activité particulière pour le 40e anniversaire de votre organisme? Oui. Alors pour le 40e de cette année, qui va se dérouler le samedi, le 11 septembre 2021 à Stoke, alors on a quelque chose un événement qui est hors du commun, vraiment. Alors on a la présence de l'UCROP qui va venir avec des oiseaux de proie. Oh, wow. Et on a plusieurs prix de présence. Il y a un grand concours de photos, un événement à pas manquer. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été appelé à juger sur le concours de photos. Là. Je ne sais pas si j'ai la permission de donner le scoop. Évidemment pas de... Oui. Mais donc, j'ai eu la chance, la très grande chance d'être sur le jury. Les photos gagnantes vont être dévoilées, évidemment, j'imagine, à cet événement-là. Et je peux vous dire, en tout cas, ça vaut la peine de vous déplacer puis peut-être d'aller voir les photos qui ont gagné parce que ça a été vraiment un choix difficile. Là. Il y a vraiment des photos d'excellente qualité qui ont été soumises. C'était vraiment un plaisir de les regarder et pas mal plus compliqué, par contre, de trancher. Donc, je recommande vraiment aux gens d'aller voir ça là, parce qu'il y a des photos absolument spectaculaires qui ont été soumises. Ça vaut vraiment la peine. Parlez-nous peut-être un peu, vous avez parlé, évidemment... Vous faites un très grand nombre de sorties. Déjà, vous parlez de 16 sorties depuis le début de l'année, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a des sorties qui sont particulièrement appréciées par les membres? Je sais que les clubs ont souvent dans leur région là, certaines sorties un peu vedettes là, qui sont vraiment des incontournables, par exemple, de la région de Sherbrooke. Alors voilà, il y a comme plusieurs sites, mais surtout à Sherbrooke. On a plusieurs. En Estrie, je vous dirais, je retiens en fait 4 à 5 sites qui sont vraiment très prisés. Alors, quand on organise le comité des activités organise dans ces sites ornithologiques d'observation, c'est toujours très, 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 très prisé. OK. Ce serait lesquels, par exemple? Parce que là, évidemment, moi, je suis un ornithologue de la région de Montréal. C'est comme l'Estrie, juste un petit peu en dehors des destinations qui se font facilement, un aller-retour à une journée. Puis évidemment, c'est dans un coin du Québec, c'est-à-dire que pour les gens qui viennent du Bas-Saint-Laurent, de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben ça fait quand même loin de se rendre jusqu'en Estrie. Puis j'ai l'impression que c'est une région qui passe des fois un peu sous le radar des ornithologues. C'est pas une des destinations ornithologiques auxquelles on pense en premier lieu. Donc peut-être parlez-nous un peu de ces sites-là, qu'est-ce qui sont d'exceptionnel, puis quel genre d'oiseaux on peut y voir pour donner un lot à la bouche puis inciter les gens de partout au Québec à venir vous rendre visite là, maintenant, surtout que là, c'est votre 40e anniversaire, puis d'en profiter justement. On peut commencer par le marais Réal des Carbonneaux dans le centre-ville de Sherbrooke. Il est vraiment très impressionnant. C'est un marais qui est très prisé par tout le monde. Les gens viennent de partout pour vraiment observer. C'est un parcours de 2 kilomètres. Il y a vraiment une belle variété, une belle quantité d'oiseaux. Donc, évidemment, là, il y a le petit blongiot depuis quelques années qu'on voit qui est très, très présent, il est très prisé par les ornithologues et beaucoup de gens viennent l'observer parce que vraiment, il est vraiment spectaculaire et impressionnant. Je ne veux pas tous vous les nommer, mais évidemment, le râle de Virginie, la marouette de Caroline, les galinules poules d'eau, les hérons verts, et plusieurs espèces de canards, enfin. Bref, voilà, c'est vraiment extraordinaire comme endroit au centre-ville à Sherbrooke. Si je peux me permettre, j'ai vu, sans vouloir voler de punch encore une fois sur le concours de photos, que le petit blongiot du marais Carbonneau était vraiment un sujet favori des gens en Estrie pour faire de la photo. En tout cas, il y a eu beaucoup de photos de cet oiseau-là au marais, donc je peux être témoin que c'est vraiment une observation, une qualité d'observation qui a l'air assez exceptionnelle là, de ce que je vois dans les photos. C'est génial. Également, on a aussi l'île du Marais à Sainte-Catherine-de-Hâtelé, qui est encore un site exceptionnel. Il est reconnu comme l'un des sites du patrimoine naturel de la région des plus exceptionnels. Évidemment, on peut aller voir encore là le butard d'Amérique, les huards, le pigargue à tête blanche qui est très présent, plusieurs espèces de goélands
les hirondelles, évidemment, les parisines, et j'en passe et j'en passe. C'est vraiment extraordinaire comme site également. Également aussi, pour le troisième site, j'ai le marais de la rivière aux Cerises à Magog. C'est un territoire de 1,5 km². Beaucoup de boisés, des marais, des marécages, des tourbières. C'est vraiment exceptionnel aussi. Il y a une biodiversité qui est vraiment impressionnante. Il y a plusieurs centaines d'oiseaux, des mammifères, des amphibiens, évidemment. Alors, de quoi se nourrir puis d'abriter. Puis oui, c'est vraiment un très, très beau site à Magog. Puis, il ne faut pas oublier, en plus, lorsqu'on est dans ce coin-là, non seulement, là, il y a les oiseaux, il y a le marais, etc., mais ce qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres marais ailleurs au Québec, c'est qu'on a les montagnes, on a les Appalaches en toile d'arrière-plan. Là, donc, en plus, on a un paysage qui est assez spectaculaire. C'est magnifique, c'est de toute beauté, c'est un incontournable. Il ne faut pas passer à côté de l'Estrie, là. Il ne faut pas passer sous le radar, évidemment. Ah oui, c'est sûr. Également, on a aussi, en dernier lieu, je vous dirais, le parc éco-forestier de Johnville. C'est un petit peu plus loin, je vous dirais, que le centre-ville, une quinzaine de kilomètres, une tourbière vraiment hors du commun. Il y a vraiment des diversités là, remarquables d'habitats, une faune, une flore riche. Là. Vous allez pouvoir vraiment observer le long, à peu près 5,8 km des sentiers pédestres là, qui sillonnent le parc. Puis vous allez voir là, vraiment des espèces, là, que la paruline à couronne rousse est très présente, le bruant de Lincoln, le pic à dos noir. C'est vraiment superbe également, là, le parc éco-forestier à Johnville, oui. On est dans des espèces qui sont vraiment exceptionnelles pour, disons, la partie sud du Québec en général, des espèces qu'on retrouve beaucoup plus au nord, donc ça vaut vraiment la peine, à moins que vous ayez des tourbières de la côte nord à portée de la main, là, quand vous voulez, ça vaut vraiment la peine alors de se déplacer pour aller là. Hein. En général, les tourbières dans le sud du Québec ont été malheureusement exploitées. La tourbe a été sortie pour être utilisée. Donc, lorsqu'on a des sites comme ça qui sont encore préservés, il faut vraiment en profiter parce que il en reste plus énormément. Non, oui, absolument. C'est très important de préserver ces milieux naturels-là. Il faut vraiment s'en occuper. Alors, puis d'ouvrir ça au public, de montrer à quel point ces sites-là sont vraiment d'une importance capitale au niveau de l'environnement. En tout cas, à entendre une description de tous ces lieux-là puis des oiseaux qui y sont, là, on voit qu'il y a vraiment, ça vaut vraiment la peine d'aller passer un petit peu de temps dans le coin de Sherbrooke. Ou sinon, si jamais vos activités professionnelles ou personnelles vous amènent dans ce coin-là, de prendre le temps de sortir, d'aller voir les oiseaux. Et donc, évidemment, tous ces lieux-là, pour les gens qui sont en Estrie, qui s'intéressent aux oiseaux et qui n'ont pas nécessairement, en fait, qui y vont, mais qui n'ont pas nécessairement l'expertise, l'expérience, qu'est-ce que vous offrez la SLO? Vous offrez des sorties dans ces endroits-là avec des moniteurs qui vont les aider peut-être à identifier les oiseaux, à découvrir ces lieux-là, à savoir où trouver tous ces oiseaux-là? Bien évidemment, quand on n'est pas très... Quand on commence à faire de l'observation, c'est pas facile, c'est pas évident, selon peu importe la saison. Alors, mais nous avons à l'ASLO la chance d'avoir mais vraiment plusieurs ornithologues qui sont vraiment chevronnés, mais non seulement chevronnés, mais que je reste toujours très surpris, qui sont toujours très généreux de leurs connaissances. Alors, on se sent un petit peu plus intégré dans le groupe et c'est beaucoup plus facile. Alors, vraiment, là, les ornithologues de l'ASLO, là, je leur lève encore mon chapeau, puis on a vraiment de très, 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 très bons guides et membres. Alors, donc, c'est un peu l'invitation qui est lancée. Si vous êtes dans le coin de Sherbrooke, en Estrie, de vous joindre, en fait, à l'ASLO. Vous pouvez trouver l'information, j'imagine, sur le site Internet, le sloe.net. Monsieur Rivard, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé un peu de votre coin de pays, des événements liés au 40e anniversaire. On souhaite évidemment que les prochaines 40 années soient aussi fructueuses que les 40 dernières pour votre organisme. Et puis, on vous souhaite des belles sorties encore pour ce qui nous reste d'été, d'automne, d'hiver, et puis des belles célébrations. Vous êtes bien gentils. Alors, n'hésitez pas, venez nous voir à Sherbrooke, venez nous voir à l'Estrie. On est très ouverts à vous recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Rivard. Alors, c'est maintenant le moment de vous parler de cet oiseau vraiment absolument exceptionnel.
qu'on a ici en ce moment, Alliéetus pelagicus, pour ceux qui connaissent leur latin et qui connaissent les noms latins des oiseaux, on parle évidemment du pigargue empereur. Alors, en temps normal, on vous parle des oiseaux du Québec. Celui-ci, c'est un oiseau qu'on n'attendait pas du tout au Québec et dont on va parler aujourd'hui parce qu'évidemment, il a visité le Québec. Je crois que j'en ai entendu parler de la part de tous mes amis ornithologues, et plusieurs qui sont allés le voir ou qui ont essayé en tout cas d'aller le voir parce que c'est un oiseau, comme je vais vous présenter plus tard, qui est assez imprévisible. Et il y a même des gens que je connais qui ne s'intéressent pas du tout aux oiseaux qui m'en ont parlé. C'est tellement exceptionnel que ça a même fait les médias, disons, qui sont moins nichés que nous. Qu'est-ce qui fait que cette visite-là est aussi exceptionnelle et qu'est-ce qui fait que cet oiseau-là est exceptionnel? Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un oiseau extrêmement impressionnant. Son envergure peut aller jusqu'à 245 cm, donc au-dessus de 2 mètres. Et la femelle peut peser jusqu'à 9000 grammes, donc 9 kg, ce qui est très lourd pour un oiseau. Ce qui fait que c'est un oiseau à peu près de la taille de notre pigargue à tête blanche, qui est déjà l'oiseau le plus gros qu'on a au Québec. Ensuite, c'est un oiseau dont les couleurs sont spectaculaires, qui est brun en entier, mais avec des taches blanches sur les ailes, des larges taches blanches, qui possède une espèce de queue en pointe de flèche, donc une forme de queue qu'on n'est pas habitué de voir chez nos rapaces, et surtout, peut-être la caractéristique la plus impressionnante, un bec jaune absolument gigantesque. Alors, l'oiseau en tant que tel est très très grand, et passe pas inaperçu. Donc, la plupart des gens qui l'ont trouvé, lorsqu'ils l'ont vu, n'ont pas vraiment douté. Donc, même avec l'œil nu, on peut se rendre compte, en tout cas, que c'est un oiseau qui est différent de ceux qu'on a l'habitude d'observer. D'où est-ce qu'il vient, cet oiseau-là? Évidemment, on n'a pas tous les détails, mais on sait que l'espèce en question, c'est une espèce de l'Est de l'Asie. Alors, les pigargues empereurs niche essentiellement autour de la mer d'Okhotsk, qui est un golfe adjacent au Pacifique, qui est, disons, coincé entre la péninsule du Kamtchatka et l'est de la Russie. Et son aire de répartition est en fait très, très limitée. Elle se limite presque essentiellement à l'est de la Russie. Et l'oiseau, en hiver, va descendre un petit peu au sud. Donc, il va descendre un petit peu plus au sud en Russie. Et certains oiseaux vont aller passer l'hiver dans les îles du nord du Japon, notamment Hokkaido, où c'est peut-être l'endroit où c'est le plus facile de l'apercevoir lorsqu'on part en vacances ornithologiques. Donc, c'est un oiseau qui, déjà à la base, n'a pas une énorme aire de répartition et qui ne se déplace pas sur des énormes distances non plus. Donc, ce n'est pas un oiseau qui va traverser le globe en entier pour aller hiverner, un peu à la façon de notre pigargue à nous, qui n'est pas un oiseau qui va aller passer l'hiver en Amérique du Sud, par exemple, le pigargue à tête blanche. D'ailleurs, le pigargue à tête blanche et le pigargue empereur sont deux membres du genre Alliéetus, qui compte 8 espèces et qui comprend des espèces qui sont essentiellement des pêcheurs, donc qui se nourrissent de poissons. Le pigargue empereur ne fait pas exception à cette règle et l'essentiel de son alimentation, ça va être des poissons. Évidemment, il va aussi se nourrir parfois de mammifères, d'autres oiseaux. C'est un oiseau opportuniste. Il peut se nourrir de carcasses aussi, particulièrement en hiver, lorsque le poisson se fait un petit peu plus rare. Les habitudes de nidification du pigargue empereur sont assez semblables en fait à celles de notre pigargue à tête blanche. C'est un oiseau qui va nicher presque toujours à côté d'un grand plan d'eau, que ce soit sur le bord de la mer ou au bord d'un lac, d'une rivière, où il peut pêcher. Il va construire un nid évidemment de grosseur conséquente étant donné que c'est un assez gros oiseau, sur le sommet d'un arbre capable de supporter le nid en question ou au sommet d'une falaise qui peut aller jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Alors, vous aurez compris que l'oiseau en question, qui a été trouvé en Gaspésie, était probablement pas si dépaysé. Son habitat naturel dans l'est de la Russie est constitué de forêts boréales, d'embouchures de rivières, de falaises,
Donc, un habitat qui ressemble probablement pas mal à celui qu'il a retrouvé en Gaspésie. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, maintenant qu'il est en Gaspésie, il est resté là. Les gens n'ont pas trop à s'inquiéter. Je sais que j'ai eu des questions de certaines personnes à savoir si il risquait de mourir en hiver, ce qui est malheureusement des fois ce qui arrive avec des oiseaux perdus. Ça sera probablement pas le cas. C'est un oiseau qui est habitué quand même au froid. Même dans le nord du Japon, qui est comme la partie la plus au sud de son aire d'hivernage, il fait quand même assez froid au mois de janvier. Et c'est un oiseau même qui a l'habitude des fois de pêcher sur le bord, sur les limites de la banquise. Donc, pour ce qui est de l'hiver québécois, ça ne devrait pas trop l'effrayer normalement. Mais faisons peut-être un petit rappel de ce qui fait que cet oiseau-là est exceptionnel. Même en Alaska, donc, pas tellement loin de l'aire de nidification du pigargue empereur, il y a très, très peu de mentions de cet oiseau-là. C'est extrêmement rare que l'oiseau va se perdre. Et lorsqu'il se perd, en général, ça va être dans les petites îles qui s'avancent loin vers l'ouest et qui sont proches de la Russie, d'Alaska, les Pribilof, les Aléoutiennes. Et donc, c'est encore plus rare qu'il va se ramasser, ne serait-ce que sur la terre ferme, disons, de l'Alaska, donc ce que les Anglais appellent le mainland. En 2020, il y a un oiseau qui a été observé en août et qui a été identifié comme un pigargue empereur le long d'une autoroute en Alaska. Un ornithologue chevronné qui l'a vu passer s'est arrêté, puis a pris une photo, puis l'oiseau a été identifié avec certitude comme un pigargue empereur. Déjà là, en Alaska, donc juste de l'autre côté du Pacifique, on considérait que c'était une mention exceptionnelle. Un petit peu plus tôt, en 2021, il y a eu une mention très particulière du pigargue empereur au Texas. Alors là, on se ramassait dans une situation où c'est un oiseau beaucoup plus au sud que n'importe où dans son aire de répartition habituelle, un oiseau immense qui aurait traversé comme ça tout le continent nord-américain sans être aperçu nulle part, et là, tout d'un coup, qui a été trouvé sur le bord d'un lac au Texas. La mention a été vivement contestée. Donc là, on parle de mars 2021. Je suis retourné voir les premiers posts Facebook qui parlaient de cette mention-là. Les gens ont cherché à savoir est-ce que ça a été photoshopé, est-ce que c'est une photo qui a été prise en Russie, puis la personne prétend que c'est au Texas. Les gens n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Donc, il y a des vérifications qui ont été faites. Les gens ont déterminé qu'il n'était pas photoshopé. Donc, normalement, c'est une photo authentique. Et il y a même des gens qui sont allés sur le lac texan en question et qui ont retrouvé l'exact tronc d'arbre, donc le tronc mort de l'arbre, l'ont pris en photo, puis ont témoigné, ce tronc-là, il existe, il est bel et bien dans ce lac-là, et là, on voit que c'est le même tronc que sur la photo qui a été soumise, donc visiblement, il y avait bel et bien un pigargue empereur à cet endroit-là. Et là, les gens se sont mis à se perdre en conjecture, à savoir... est-ce que cet oiseau-là était un oiseau échappé de captivité? Est-ce que c'est un oiseau utilisé pour la fauconnerie? Apparemment, c'est pas un oiseau qui est très souvent gardé en captivité aux États-Unis. Les oiseaux dont on sait qu'ils sont gardés par les zoos là-bas étaient tous présents dans leur cage à ce moment-là. Et apparemment, c'est assez rare, en fait, que l'oiseau va être utilisé. C'est pas un oiseau très populaire en fauconnerie. Donc, il y a eu toutes sortes de débats à savoir, est-ce que cet oiseau-là, c'est un vrai oiseau sauvage qui est parti de Russie, qui a traversé l'Amérique du Nord et qui s'est rendu au Texas, ou est-ce que l'oiseau en question est un oiseau échappé de captivité? Évidemment, tout ça étant pour savoir est-ce que ça compte dans la liste pour l'État, est-ce qu'on peut dire, le Texas maintenant a une mention de pigargue empereur ou pas? De ce que je vois à date d'aujourd'hui sur eBird, la mention n'est toujours pas acceptée, c'est-à-dire que les gens au Texas ne sont pas assez certains que c'est un oiseau sauvage et donc l'ont refusé. Et donc, on va faire un petit saut dans le temps jusqu'au 28 juin. Et donc, le 28 juin 2021, il y a un ranger Micmac qui a aperçu le pigargue empereur dans l'embouchure de la rivière Estigouche du côté du Nouveau-Brunswick et qui a rapidement trouvé un autre ornithologue en lui disant « J'ai aperçu cet oiseau-là », donc l'a invité à le suivre avec un appareil photo pour pouvoir documenter évidemment la mention. Et le lendemain, le 29 juin, ils réussissent à prendre une photo du pigargue empereur et là, la folie était déclenchée
parce qu'on avait une vraie preuve que l'oiseau en question était un pigargue empereur. À partir de ce moment-là, depuis cette date-là, depuis tout le mois de juillet, les ornithologues du Québec se sont rendus en Gaspésie en grand nombre dans l'espoir de le voir. Malheureusement, c'est un oiseau, vous pouvez imaginer, il a fait tout ce chemin-là depuis la Russie. Il est capable de parcourir des grandes distances en une journée. Il est assez imprévisible. Déjà, c'est assez imprévisible de s'être pointé en Gaspésie. Et donc, c'est pas si simple que ça de le voir, à moins d'être en Gaspésie puis de pouvoir se déplacer tous les jours au fur et à mesure que les gens le déclarent ou l'ont aperçu. Alors, l'oiseau a été vu tour à tour à l'embouchure de la rivière Ristigouche, à l'embouchure de la rivière York, tout proche de Gaspé, et là, tout récemment, dans le coin de Matane, en se dirigeant vers l'ouest. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'il va être aperçu la prochaine fois. Évidemment, si vous êtes à sa recherche, vous pouvez considérer justement les informations que je vous ai déjà données et les endroits où il a été aperçu pour l'instant. Donc, des embouchures de rivières où il y a des chances de capturer probablement du saumon. Le saumon du Pacifique est à la base de son alimentation, en tout cas sur son aire de répartition. On pourrait noter également que les photos de l'oiseau qu'on a vu au Québec présentent un patron sur l'aile des plumes qui semble ressembler à celle des plumes de l'individu qui avait été aperçu en Alaska en août 2020. Donc, l'oiseau du Texas, malheureusement, il n'y a pas de photo de lui en vol, donc on ne sait pas vraiment si c'est le même oiseau, on peut le supposer ou pas. Enfin, on n'est pas certain si on doit juger que le fait qu'il ait été aperçu au Texas montre que c'est un oiseau, en tout cas, qui se déplace sur des très longues distances puis que ça rend plus probable le fait qu'il soit en Gaspésie, ou si on doit penser le contraire. Évidemment que, comme le Texas est extrêmement loin de la Gaspésie, les chances que ce soit le même oiseau sont faibles. En même temps, l'oiseau en vol, donc qui est en Alaska, ressemblerait à l'oiseau de Gaspésie. Et dans tous les cas, évidemment, cet oiseau-là a parcouru une très grande distance, si c'est le même, puisque de l'Alaska à la Gaspésie, il y a quand même quelques milliers de kilomètres. Alors, nul doute que ça constitue l'événement ornithologique de l'année. Je pense qu'il n'y a rien qui va battre ça encore cette année. Et probablement même un des événements ornithologiques absolument majeurs de l'histoire de l'ornithologie au Québec. Pour vous donner une petite idée, la population de pigargues empereurs est seulement d'un petit peu plus de 5000 individus d'après les dernières estimations. On parle donc d'un oiseau qui est quand même pas très commun, même sur son aire de répartition. À titre de comparaison, on estime qu'il y a au-dessus de 300 000 pigargues à tête blanche aux États-Unis. Donc, les chances qu'à nouveau un de ces 5000 oiseaux se perde et se ramasse en Gaspésie sont évidemment extrêmement faibles. J'espère que si vous avez tenté d'aller le voir, vous avez eu de la chance. À ceux qui sont peut-être en train de planifier de s'y rendre, évidemment, je ne sais pas combien de temps il va être là, on ne sait pas combien de temps il va être là, mais je vous souhaite de le voir. Ça doit être une observation assez exceptionnelle. Pour ma part, je vais passer mon tour pour cet oiseau-là, parce que mon emploi du temps ne me le permet pas, mais je vous souhaite vraiment d'avoir la chance de faire cette observation-là. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Avant de se quitter, j'aimerais bien vous présenter peut-être l'automne dans les pages de Québec Oiseau. Malheureusement, il est déjà trop tard pour vous réabonner si vous voulez recevoir le numéro, mais vous pourrez toujours vous le procurer en kiosque. Alors, la prochaine édition de Québec Oiseau présente un reportage sur les sentinelles de l'air, ces espèces indicatrices qui permettent aux chercheurs d'évaluer l'état de l'environnement et de la biodiversité. Par exemple, les oiseaux marins qui donnent la mesure des stocks de poissons ou encore les hirondelles qui peuvent révéler l'ampleur de la contamination d'un milieu agricole. Ensuite, on va parler d'un sujet qui est extrêmement délicat, dont on a déjà parlé ici, sous le titre « Quand les oiseaux se moquent des chats ». Et on va parler d'une des principales sources de mortalité aviaire, la prédation par les chats domestiques. Dans le numéro, on va vous présenter quelques façons de limiter la prédation des oiseaux par votre chat, même pour les chats qui peuvent sortir dehors.